Bien, je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous ceux et celles qui sont là parce que je n'ai pas pu être présent parmi vous pour une raison toute simple, c'est qu'en même temps, lorsque votre invitation m'est arrivée, en même temps j'avais un engagement dans une autre ville le même jour. Et donc je le regrette, mais j'espère que vous allez bien vous passer de moi. Je n'en doute pas en fait que vous allez vous passer de moi parce que je crois que le panel que vous avez invité est de qualité. Je ne doute pas que vous aurez un débat de haute tenue. Alors, ceci étant, s'il faut que j'exprime quelques points de vue, quelques appréciations d'ensemble sur cette loi de finances 2013, je peux, dans un premier temps, les organiser autour de deux appréciations, deux observations générales. Je pense que la première, il faut quand même la marquer. Vous savez, une loi de finances, c'est en fait l'annonce des orientations de politique économique, sociale, financière qu'un gouvernement compte entreprendre pour l'année en question. Et donc, c'est réellement une lecture d'avance sur ce qui va se passer pendant cette année. Or, il se fait que cette loi de finances, on peut dire que c'est quand même la première vraie loi de finances de ce gouvernement. Vous savez, la loi de finances de 2012 avait été déjà préparée par le précédent gouvernement. Donc, on peut dire que c'est la première loi de finances de ce gouvernement. On est donc en droit de s'attendre à trouver dans cette loi de finances ces grandes orientations, notamment de réformes économiques, sociales, financières, annoncées d'abord dans les programmes électoraux des partis au gouvernement, ensuite dans le programme de politique générale du gouvernement, et c'est évidemment un point d'ancrage très très important. Or, qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, je pense que chacun peut s'amuser à examiner attentivement cette loi de finances. Difficile d'y trouver trace de quelque chose d'annonciateur de ces orientations du programme gouvernemental. On ne voit pas ce qui distingue sur les orientations et ce qui peut marquer l'annonce d'un nouveau gouvernement. Je dis, où sont les grandes réformes annoncées, à commencer par exemple par l'économie de rente? La lutte contre l'économie de rente devrait avoir un impact budgétaire, doit avoir un impact. Et donc s'il y a une réforme, elle doit se retrouver aussi dans les comptes. Évidemment, je ne parle pas des réformes, des grandes réformes de la caisse de compensation, la réforme fiscale, la réforme des caisses de retraite, et je peux multiplier, la réforme du statut de la fonction publique, tout ça, toutes ces réformes. Je ne vais pas au-delà des réformes qui ont un impact direct sur l'équilibre des finances publiques. Évidemment, il y a de nombreuses autres réformes dont on n'entend toujours pas parler du reste, mais je me dis qu'au moins, il y avait un certain nombre de réformes annoncées dans les programmes qui devaient se retrouver, ou du moins déjà annoncer leurs traces dans les comptes de la loi de finances. Évidemment, il ne s'agit pas d'exiger tout de suite. On sait bien que les réformes, ça se prépare, il est normal que le gouvernement prenne son temps pour réfléchir. Par exemple, pour la fiscalité, on nous annonce des assises fiscales. Tant mieux, espérons, on peut toujours partir avec de bonnes intentions et espérer qu'il y ait quelque chose. Mais je dis bien qu'en dépit de ce temps nécessaire pour la réflexion et la préparation des réformes, il est quand même essentiel, il était en tout cas essentiel pour ce projet de loi de finances, qui je répète est le premier vrai marqueur de ce gouvernement, il était quand même celle qu'il y ait quelques orientations et donc quelques implications financières par exemple, la réforme fiscale. Je ne demande pas le bouleversement du système. Je ne demande même pas tout de suite des
des réformes qui concernent la TVA ou l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, etc. Mais au moins, ne pas aller, par exemple, à contre-courant du sens commun de la réforme. Je vous donne un exemple, puisque vous me demandez un exemple. Ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire les 1001 exonérations, 1001 avantages, les fameuses niches fiscales, près de 400 niches fiscales, aujourd'hui recensées dans le système fiscal. Ces exonérations, ces privilèges fiscaux, aujourd'hui, tout le monde convient que ce sont des mesures, d'abord, coûteuses. Il faut vous dire que ça représente un manque à gagner pour le budget de l'État encore, partiellement, on n'a pas évalué toutes les 402 mesures, on n'a évalué qu'une partie. Ça représente 36 milliards de dirhams, près de 4% du PIB, près de 16-18% des recettes fiscales. Donc, des mesures extrêmement coûteuses en termes de manque à gagner pour le budget de l'État, à un moment où le budget de l'État est en difficulté. Deuxièmement, ce sont des mesures inefficaces. Inefficaces du point de vue économique, au sens où, tout simplement, elles n'atteignent pas les objectifs qui leur étaient attribués. Elles n'atteignent pas ces objectifs. Vous donnez une exonération fiscale en espérant que telle entreprise va investir, va créer de l'emploi, elle ne le fait pas. Mais elle profite quand même de l'avantage. Bon. Et troisièmement, ce sont des mesures inéquitables. Je dis bien inéquitables. C'est-à-dire qu'elles se distribuent en fait d'abord à l'avantage des lobbies de ceux qui ont les bras longs ou ceux qui crient le plus fort. Et non pas ceux qui réellement en ont besoin. Bon, voilà donc un exemple. On était en mesure, je répète encore une fois, je ne demande pas la Lune. Je ne demande pas encore la réforme globale du système des dépenses fiscales. Mais au moins aurait-on pu s'abstenir de continuer et d'accentuer ces exonérations. C'est-à-dire d'aller exactement d'aller dans une sorte de fuite en avant, et perpétuer encore plus des mesures, créer de nouvelles mesures, c'est-à-dire aller exactement dans le sens contraire de ce que chacun convient de faire aujourd'hui et à l'avenir. Or, quand on voit par exemple ce projet sur le plan des mesures fiscales, on est étonné, croyez-moi, par le nombre de mesures qui sont en fait que des prorogations, c'est-à-dire des prolongements de mesures d'incitation dites d'incitation fiscale, donc de niches, destinées en fait à des lobbies, à des catégories bien déterminées. Ce sont donc des privilèges. Donc, des mesures qui ne sont que des prolongements de mesures déjà existantes, vous voyez, et qui, évidemment, ne se justifient absolument pas. Je peux vous donner plusieurs exemples. Par exemple, une mesure qui consiste à accorder une baisse d'impôt aux entreprises qui veulent bien entrer en bourse. C'est une mesure qui a été avancée depuis 3 ans. Elle n'a rien donné. La preuve, il suffit de voir l'état de la bourse. Aucune entreprise, quasiment, les entreprises sortent en ce moment de la bourse, n'entrent pas en bourse. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi cette mesure a servi. Alors, l'une des deux, si elle a servi à quelque chose, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi ne pas la prolonger? Mais si elle n'a servi à rien, pourquoi? Vous voyez, donc là, je peux multiplier les exemples. Je peux prendre une autre mesure qui consiste à donner un avantage fiscal considérable aux opérations de fusion. Là aussi, une exonération des plus-values de fusion, etc. Là aussi, d'abord, on sait bien qu'en 2010, c'est une mesure qui avait été instituée exactement pour l'ONA, pour